Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paroles du Cœur. Comment s'est passée votre journée? J'espère qu'elle a été douce. Notre chaîne est un espace où nous nous posons des questions essentielles, celles qui touchent à l'âme, pour explorer ensemble les multiples facettes de la vie et de nos émotions. Et aujourd'hui, nous allons aborder une question qui nous a tous, un jour ou l'autre, traversé l'esprit. Alors préparez-vous pour un voyage au plus profond du sentiment amoureux. Dis-moi, Julien, est-ce que c'est bien ou mal d'aimer quelqu'un de tout son cœur? Cette question résonne particulièrement avec une histoire qui a récemment bouleversé les réseaux sociaux. L'histoire d'un jeune homme de 21 ans, que nous appellerons Léo, tombé éperdument amoureux d'une femme de 27 ans, Charlotte, rencontrée en ligne. Pendant 2 ans, il a vécu pour elle, s'accrochant à la promesse d'un avenir commun, d'une famille. Pour elle, Léo travaillait jusqu'à l'épuisement, enchaînant les parties de jeux vidéo en ligne pour gagner de l'argent. Chaque euro gagné était aussitôt dépensé pour elle. Des bijoux, des vêtements, des sacs de marque. Il a même financé l'ouverture de sa boutique de fleurs. En 2 ans, il lui a transféré l'équivalent de plus de 55 000 euros. Pour accumuler une telle somme, il vivait dans une misère absolue, se contentant des repas les moins chers. Son plat préféré était un simple menu McDonald's, mais il ne s'autorisait jamais ce petit plaisir. Son avatar en ligne était devenu un cri silencieux. « Je ne veux pas manger de légumes, je veux un McDo !» 2 ans d'amour, dont 1 an et demi à distance. Ils ne se sont vus qu'à 2 reprises. Le mariage était promis, mais à l'approche de la date, Charlotte a commencé à trouver toutes les excuses possibles pour rompre. Léo a tout tenté pour la retenir, pour sauver leur relation, mais chaque effort le menait dans une impasse. Accablé par le désespoir, il a finalement décidé de renoncer à la vie. Juste avant son geste fatal, il lui a fait un dernier virement de près de 8 500 € et a commandé 780 roses à la boutique qu'elle avait ouverte avec son argent. Elle ne saura probablement jamais que ce nombre, 780, symbolisait les 780 jours qu'ils avaient passés ensemble. Quand son histoire a éclaté, des centaines de personnes, émues, ont déposé des fleurs et des menus de fast-food sur le pont où Léo avait mis fin à ses jours. Les messages laissaient un goût amer. J'espère que dans ta prochaine vie, tu t'aimeras davantage et que tu trouveras quelqu'un qui te mérite. Cet élan de compassion a cependant provoqué un débat houleux. Si la sympathie pour un destin aussi tragique est naturelle, la tendance qui a suivi a révélé une facette plus sombre de notre société. Certains ont critiqué cette vague d'émotions, la jugeant superficielle et hypocrite. La polémique s'est encore envenimée lorsque des éléments ont révélé que la réalité était plus complexe. Charlotte et Léo entretenaient une relation plus équilibrée qu'il n'y paraissait. Et elle lui aurait même conseillé d'arrêter de lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse construire son propre avenir. Alors, qui croire? Qui défendre? Mais ici, nous n'allons pas jouer les juges. Ne cherchons pas un coupable ou une victime. Utilisons plutôt cette histoire comme un miroir pour nous interroger sur nous-mêmes, pour cesser d'admirer cet amour aveugle et sacrificiel, pour arrêter de voir cette histoire comme « les mecs bien n'existent plus », et surtout pour ne plus jamais croire que dans une relation, celui qui aime le plus est forcément le perdant. Dites-moi, aimer de tout son être, y mettre toute son âme, tout donner pour la personne que l'on chérit, est-ce une force ou une terrible erreur? Avant d'aller plus loin, essayons de définir ce que signifie aimer de tout son cœur. Selon de nombreux psychologues, un amour total et inconditionnel se manifeste sur plusieurs plans. Philosophiquement, c'est un don complet de son cœur, de son esprit, de son âme et de son corps. C'est l'essence même d'un amour véritable, celui qui est censé être le fondement du mariage. Pour simplifier, on peut le décomposer en 3 dimensions principales: la dimension sexuelle, la dimension matérielle et la dimension émotionnelle. Aimer de tout son cœur peut donc signifier se sacrifier ou tout donner à l'autre dans l'une, 2 ou ces 3 dimensions à la fois. Imaginez ce couple. Il semblait si heureux. Il la couvrait d'attention. Et puis, un jour, la rupture. La jeune femme, en larmes, raconte qu'il a mis fin à leur histoire parce qu'elle refusait de coucher avec lui. Il lui a reproché de ne pas l'aimer vraiment, de ne pas se donner entièrement. Ces mots étaient cruels.
De nos jours, qui a encore des relations platoniques? L'amour sans le sexe, ce n'est que de l'amitié. Quelques jours plus tard, ne supportant pas son absence, elle lui a envoyé un message pour le supplier de revenir. La suite était inévitable. La jeune femme avait été complètement manipulée par cette croyance en un amour total. Et puis, il y a cet autre couple. Une jeune femme qui, tout en sachant que son petit ami la trompait ouvertement avec plusieurs autres filles, s'accrochait à lui. Elle était devenue une véritable marionnette entre ses mains. Tout son univers tournait autour de lui. S'il disait « saute », elle sautait. S'il disait « assieds-toi », elle s'asseyait. Elle osait tenir tête à ses parents, mais n'aurait jamais osé contredire son petit ami, pas même d'une virgule. À chaque petite erreur de sa part, il la menaçait de la quitter. Alors, paniquée, elle le suppliait, avant de finir en larmes au téléphone avec sa meilleure amie, répétant toujours la même chose. « C'est le premier homme de ma vie, j'ai l'impression de lui avoir tout donné, toute ma vie est entre ses mains, je l'aime de tout mon cœur, je suis prête à tout sacrifier pour lui, s'il me quitte, je crois que j'en mourrai. » Ce qu'elle ignorait, c'est qu'au même moment, à la terrasse d'un café, son petit ami, lui, tirait sur sa cigarette, avait un sourire méprisant en se vantant auprès de ses amis. Cette fille, au début, elle jouait les princesses inaccessibles. Mais une fois que je l'ai eue, elle est devenue docile comme tout. Il y a aussi l'histoire de ce jeune homme qui se tuait au travail, cumulant plusieurs emplois pour subvenir à tous les besoins de sa copine. Elle ne faisait rien de ses journées, à part se maquiller et se pomponner. À l'heure des repas, elle se faisait livrer, commandait sacs de luxe et chaussures de marque à la chaîne, tout ça pour poster des photos sur les réseaux sociaux et étaler sa vie de rêve devant ses amis. Quand elle avait besoin d'argent, elle devenait douce comme un miel, pleine de promesses et de serments d'amour éternels. Et lui, il était aux anges. Mais à la seconde où le virement était effectué, son visage se fermait. Elle devenait cassante, agressive et allait même jusqu'à le rabaisser. « Franchement, avec la tête que tu as, tu devrais t'estimer heureux d'avoir une copine aussi belle que moi. Alors fais attention ou tu pourrais bien me perdre. » Selon vous, peut-on vraiment appeler cela de l'amour ? C'est un amour aveugle, une dépendance qui frôle la bêtise, c'est certain. Mais aimer au point de se perdre, est-ce encore de l'amour ou est-ce simplement une manière terriblement erronée d'aimer ? Les psychologues appellent cela la dépendance affective, un besoin désespéré de trouver quelqu'un à aimer né de la peur panique de la solitude ou du rejet. Cette condition toucherait entre 3 et 10% de la population. Les personnes qui en souffrent développent une dépendance irréaliste envers leur partenaire. Elles sont hantées par la peur de l'abandon, ne peuvent cesser de penser à l'autre et le considèrent comme leur unique raison de vivre. Mais alors, pourquoi tombe-t-on dans une telle dépendance ? Pourquoi l'amour nous rend-il parfois si aveugles ? Selon les experts en psychologie, 2 raisons principales expliquent ce phénomène. La première, c'est une faible estime de soi. En 1981, le psychologue William Swan a proposé la théorie de l'auto-vérification. Cette théorie explique que nous cherchons tous à ce que les autres nous voient de la même manière que nous voyons nous-mêmes. La clé n'est donc pas de prouver aux autres qu'ils ont tort ou raison à notre sujet, mais de confirmer notre propre perception de nous-mêmes. Concrètement, une personne qui a une image positive d'elle-même cherchera à montrer ses qualités. À l'inverse, une personne qui a une image négative cherchera inconsciemment à montrer ses failles, confirmant ainsi les jugements négatifs qu'elle a pu recevoir par le passé. Ces personnes à la faible estime de soi se sentent constamment médiocres, indignes d'être aimées. Elles ont si peur qu'on les traite mal que la moindre parcelle de gentillesse leur paraît être un miracle, les faisant s'attacher de manière démesurée. Et quand le pire arrive, elles l'endurent, car au fond, elles pensent le mériter. La seconde raison vient souvent d'un passé familial douloureux. 2 adultes en couple n'apportent pas seulement leur propre personne dans la relation. Ils apportent avec eux tout l'héritage de leur histoire familiale. Cela a été démontré dans une étude des psychologues Paul Amato et Alan Booth. Les adultes malheureux en amour sont souvent profondément influencés par la relation de leurs propres parents. C'est ce que les experts appellent l'apprentissage par observation.
Les enfants qui grandissent dans des foyers conflictuels ont peu d'occasions d'apprendre des modèles de comportement sains comme l'entraide, le compromis ou la résolution pacifique des conflits. À la place, ils n'ont connu que les cris, les silences pesants, les mots qui rabaissent. Ils finissent par interpréter ces comportements toxiques comme des preuves nécessaires au maintien de l'amour. Consciemment, ils savent que ces agissements sont destructeurs et devraient cesser. Mais au plus profond d'eux, une croyance s'est installée, on n'agit ainsi que par amour. Il existe, parallèlement, une autre forme de dynamique que les études nomment la rivalité familiale étendue. C'est lorsque des individus projettent sur leurs partenaires les problèmes non résolus avec leurs parents. Ils portent en eux des frustrations, un désir ardent de prouver quelque chose d'essentiel à leurs parents, mais après de multiples échecs, ils se sentent impuissants. Alors, ils reportent tout ce poids sur les épaules de la personne qu'ils aiment. Inconsciemment, ils espèrent pouvoir réparer les blessures du passé en étant cette fois sur un pied d'égalité, et non plus dans la position vulnérable de l'enfant. Le résultat est tragique. Ces amants, à travers leurs relations, projettent l'un sur l'autre non seulement un amour infini, mais aussi toutes les blessures qui auraient dû être exprimées et guéries avec leurs propres parents. Ils ne sont pas seulement piégés dans un cycle d'amour et de haine entre eux, mais aussi dans les méandres de l'amour et des traumatismes liés à leur famille d'origine. Alors, comment aimer justement ? Comment aimer de tout son être sans se perdre soi-même ? En réalité, il n'y a pas de définition concrète du bien ou du mal en amour. L'amour aveugle ou la dépendance affective cachent en fait des angles morts psychologiques que la personne refuse de voir ou pour lesquels elle peine à trouver une réponse plus saine. Cependant, difficile ne veut pas dire impossible. On entend souvent les sages nous conseiller d'aimer avec plus de raison. Pourtant, beaucoup rétorqueraient que la raison, c'est le calcul, c'est peser le pour et le contre, c'est juger, trop réfléchir, hésiter sans cesse et voir des imperfections partout. Dans ces conditions, comment l'amour pourrait-il naître ? Mais voilà, l'amour a besoin d'une condition essentielle pour s'épanouir, la lucidité. Et c'est souvent ce qui nous manque, créant tant de souffrances dans le monde. Il est temps d'adopter une vision plus profonde de ce qu'on appelle « aimer avec raison ». Les psychologues ne parlent pas d'amour rationnel, mais plutôt d'aimer en pleine conscience. Aimer en pleine conscience, c'est comprendre que chaque émotion naît d'une pensée, que chaque événement a une cause. C'est vrai, parfois, nous ne pouvons pas expliquer pourquoi nous ressentons une passion si intense pour quelqu'un, mais ce n'est jamais un pur hasard. C'est peut-être leur apparence qui nous attire, leur talent que nous admirons, leur histoire qui nous touche ou leur bonté qui nous séduit. Aimer en pleine conscience, c'est toujours comprendre que toute chose a une origine, une racine, et c'est ce principe qui nous aide à résoudre les problèmes. Bien sûr, dans la bataille entre l'émotion et la raison, l'émotion l'emporte souvent. Mais en s'entraînant à identifier que nos émotions viennent de nos pensées, nous pouvons, petit à petit, reprendre le contrôle. Par exemple, vous vous sentez désespéré quand votre partenaire menace de rompre. Vous l'avez érigé en centre de votre univers et sans lui, vous pensez que vous ne pourriez plus vivre. Cette émotion de désespoir a une raison, elle vient de votre faible estime de vous-même et des blessures héritées de votre famille. Vous n'aimez pas cette personne au point de ne pas pouvoir vivre sans elle, vous aimez simplement sans conscience. Aimer en pleine conscience, c'est faire des choix bénéfiques pour la relation dont on a besoin. C'est d'abord être une personne saine pour soi-même, une forme d'égoïsme sain, pour ensuite, par altruisme, aider son partenaire à l'être aussi. Ainsi, ces deux aspects peuvent coexister, sans s'exclure. La question qui se pose alors est « Comment une personne qui aime aveuglement peut-elle devenir capable d'aimer en pleine conscience ?» La seule réponse, c'est d'apprendre, pas à pas. Ce processus d'apprentissage et de pratique se déroule en 2 étapes. La première est la reconnaissance de la blessure et la seconde est la guérison émotionnelle. Reconnaître la blessure implique de admettre que vous êtes dans une relation malsaine qui vous plonge dans le désespoir. Décider d'arrêter de vouloir sauver la relation pour, à la place, décider de vous sauver vous-même.
Cherchez de l'aide extérieure, que ce soit auprès de votre famille, d'amis de confiance, de personnes expérimentées qui savent écouter ou d'un soutien professionnel de la part de conseillers psychologiques ou de thérapeutes. Vous accordez un espace personnel pour l'introspection, ce qui peut nécessiter de cesser tout contact avec votre partenaire pendant un temps. Cette pause vous aidera à vous recentrer. Cette introspection peut tourner autour de plusieurs thèmes. Comparez votre état d'esprit général. Était-il meilleur ou pire avant et après le début de cette relation? Quels avertissements les personnes qui vous aiment et en qui vous avez confiance vous ont-elles donné à propos de cette relation? À quel point leurs paroles se sont-elles avérées justes? Où situez-vous votre propre valeur? Que méritez-vous? Quelle relation idéale espérez-vous et quel est l'écart avec votre relation actuelle? Le chemin de la guérison émotionnelle est un parcours long, souvent semé d'embûches. Certaines expériences sont presque inévitables sur cette voie. D'abord, il y a cette prise de conscience douloureuse de la répétition. On réalise qu'on revit sans cesse les mêmes échecs, les mêmes peines dans nos relations. C'est le moment de regarder en face, avec honnêteté, notre propre contribution à ces schémas. Ensuite, il faut remonter plus loin, explorer comment les dynamiques de notre famille d'origine ont façonné la personne que nous sommes aujourd'hui. Il est essentiel de faire la paix avec les blessures de notre enfance pour pouvoir avancer. Puis vient le temps d'apprendre de nouvelles manières d'être en relation, des comportements plus sains. Cela signifie, par exemple, d'évaluer si les actions de l'autre correspondent vraiment à nos attentes profondes. Cela veut dire aussi poser des limites claires pour se protéger. Il faut ensuite communiquer ces limites avec calme et respect à notre partenaire. Il faut apprendre à dire non, à exprimer son mécontentement quand l'autre dépasse les bornes, tout en maintenant toujours une attitude respectueuse envers lui. Prenons des exemples très concrets. Si vous avez besoin de vous coucher tôt, vous n'avez pas à veiller jusqu'à 2 heures du matin chaque soir pour attendre votre partenaire. Si vous détestez les films d'horreur, vous n'êtes pas obligé de serrer les dents dans le noir du cinéma juste pour lui faire plaisir. Ou encore, si vous n'êtes pas prêt pour une relation intime, vous n'avez absolument pas à céder simplement parce que l'autre veut que vous lui prouviez votre amour. Pour vivre une relation saine, il faut d'abord s'accepter et se respecter soi-même et le montrer à l'autre. Si cette personne ne respecte pas vos principes, alors elle ne vous mérite pas. On ne peut être bien à deux que si l'on sait aimer l'autre tout en s'aimant soi-même. Prenez du temps pour vous, écoutez vos émotions pour savoir ce dont vous avez réellement besoin. Et chaque fois que vous sortez d'une relation difficile, tirez-en des leçons au lieu de vous blâmer. Tout s'apprend dans la vie, rien n'est inné et l'amour ne fait pas exception. Pour moi, aimer de tout son cœur, ce n'est pas se vider de son être pour se sacrifier. C'est aimer l'autre en étant soi-même, pleinement et entièrement. Une certaine sagesse nous enseigne que les grandes rencontres ne sont jamais le fruit du hasard, qu'il faut parfois 100 ans de cheminement pour partager un bout de route et 1000 ans pour construire un amour véritable. Si l'on veut tenir la main de quelqu'un jusqu'au bout, cela demande des efforts et de l'attention de chaque instant. Apprendre à équilibrer le cœur et la raison est la clé pour préserver ce lien si précieux. Le plus bel amour, c'est peut-être celui qui naît spontanément, sans calcul, où l'on est prêt à donner sans attendre en retour. Mais c'est aussi un amour lucide, capable de voir les imperfections de chacun pour grandir et s'améliorer ensemble. Je crois que c'est ça, le véritable amour. Voilà, notre voyage au cœur des émotions s'achève pour aujourd'hui. Si ces paroles ont résonné en vous, si elles vous ont été utiles, n'hésitez pas à nous le montrer. Un petit like, un abonnement à la chaîne Parole du Cœur et un partage de cette vidéo nous aiderait énormément. Et surtout, nous serions ravis de lire vos pensées et vos propres expériences dans les commentaires. Racontez-nous votre histoire. Merci de votre écoute, prenez soin de vous.